Bonjour. Bonjour. Je vais commencer tout de suite à te poser la première question qui est quel est ton nom? Où est-ce que tu te trouves en ce moment? Et si tu le souhaites, ton âge? Oui, je m'appelle Katia Denard, je suis à Paris et je vais avoir 48 ans la semaine prochaine. La deuxième question, c'est qui es-tu comme être humain? C'est-à-dire, quelles sont tes qualités, quelles sont tes valeurs, quelles sont tes passions, qu'est-ce qui t'intéresse? Voilà. Ah là, vaste question. Alors, qui suis-je comme être humain? De manière un petit peu égocentrée, je dis la chose qui m'intéresse le plus, c'est moi. Mais moi, comme être au monde, je suis curieuse de moi parce que je suis curieuse des autres, sinon je ne pourrais pas faire ce métier. Donc, en fait, je suis très intéressée par moi et par la diversité de mes réactions et de mes émotions pour pouvoir mieux encore sortir de moi et être à l'écoute de mes patients, de mes amis, des gens que j'aime. Je pense que c'est ça, comme tu me demandais mes valeurs, je pense que c'est ça. La première de mes valeurs, c'est, je ne sais pas si c'est une valeur, mais c'est cette conscience aiguë de faire partie de l'humanité et la joie que ça me procure. Et pour contrebalancer cette joie, du coup, c'est ce qui m'a permis de devenir Gestalt thérapeute. C'est de grandes angoisses de mort. Ça, c'est l'être humain que je suis aussi. Je suis très, non pas angoissée par l'idée que je vais mourir, mais que tout peut s'arrêter pour ceux que j'aime, pour moi. Donc, c'est ce qui m'a permis d'aller consulter très, très rapidement, genre à 20 ans. Et je pense que c'est ce rapport à la mort qui m'a permis de devenir d'abord psychanalyste, mais très, très peu. J'ai beaucoup étudié la psychanalyse, mais je me suis vite dirigée vers la Gestalt thérapie. Et puis après, de devenir Gestalt thérapeute. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais Tu réponds très bien à ma question. D'accord. Absolument. C'est mais comme être tes humain, qualités. Tu n'as pas tellement répondu sur tes qualités. Je vois ce qui t'anime, ce qui t'intéresse, ce qui a du sens pour toi, mais tes qualités. j'ai toujours peur de tomber dans des trucs un peu classiques et un peu ennuyeux, parce que moi je me trouve, et puis un peu prétentieux. Moi je me trouve assez généreuse. Je ne sais pas si c'est ma qualité principale, mais en tout cas je ne compte ni mon temps, ni mon argent, ni mon énergie pour les gens que j'aime et pour mes patients, même ceux que j'aime pas. Je leur donne autant d'énergie que ceux que je préfère. Mais oui, moi, je pense que ma qualité principale, ça doit être ça, je pense, la générosité. Et alors, uniquement dans mon travail, je suis très patiente. Sinon, dans la vie, la vraie vie, je suis très impatiente. Je tape du pied, je me roule par terre. Mais dans mon travail, je peux attendre des semaines et des semaines et des semaines avant d'obtenir ce petit pas qui fait parfois le grand bonheur des thérapeutes. Voilà. Ok. La question qui vient ensuite, c'est qui, ça peut être une ou plusieurs personnes, a eu une influence majeure sur toi? Pour devenir thérapeute? Non, en général, pas forcément pour devenir thérapeute. Bon, alors, ça commence dans la petite enfance. Dans la toute petite enfance, c'est Bruce Lee. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. C'est d'abord Bruce Lee et Jerry Lewis. Eux deux, ils ont eu une grande, grande influence sur la petite fille que j'étais et sur la jeune femme après que je suis devenue. Après, ça m'a un peu quittée quand j'ai quitté l'adolescence, mais ça m'a accompagnée tout au long de ma vie. Bruce Lee et Jerry Lewis. Jerry Lewis parce que je le trouvais tellement drôle que je me suis dit, mais quel pouvoir il a sur le monde et sur les gens à être si drôle comme ça. J'ai l'impression qu'on peut conquérir la terre entière en étant aussi drôle. Et Bruce Lee, c'était un peu la même chose que je me disais. C'était sa précision. Et je connais tous les films de Bruce Lee par cœur. J'avais un magnétoscope VHS et tout. Je peux te réciter tout. C'est pas de la grande littérature, mais je pourrais te réciter absolument toutes les répliques de Bruce Lee et te décrire tous ses films. Et ça me transportait, les films de Bruce Lee. Voilà. Okay.
Mais il avait des super pouvoirs quand même, il était très puissant. Hein. Oui, et très rapide, et comme un petit chat, tu vois, enfin très... Même aujourd'hui, quand je t'en parle, là, c'est marrant parce que j'en ai parlé avec un commerçant il n'y a pas très longtemps parce qu'il a appelé son petit resto Big Boss. Et je suis allée chercher un sandwich chez lui. Je lui ai dit, vous l'avez appelé Big Boss parce que vous êtes un fan de Bruce Lee. Mais putain, comment vous savez ça? Je dis, c'est un des films les plus méconnus de Bruce Lee, mais c'est un des meilleurs. Et donc, on a commencé, tu vois, à parler et tout de Bruce Lee, de sa puissance. Ouais. Et ouais, il est puissant. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres dans ta vie? Ça, tu me parles de l'enfance, de l'adolescence. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Ouais, il y a Freud. Freud, c'est plus sa vie qui m'a inspiré que son œuvre parce que aujourd'hui, il y a certains trucs que je trouve un peu désuets, un peu même misogynes, hein, bizarrement, alors qu'il a beaucoup traité les femmes et je pense qu'il a beaucoup fait pour la cause féminine, à l'époque en tout cas. Aujourd'hui, il y a quand même 2-3 inepties sur la sexualité féminine, mais je trouve que sa vie est exemplaire. Vraiment. C'est-à-dire que je trouve que même il s'est planté, il a certainement fait des grosses bourdes. Il a psychanalysé sa fille, mais en même temps, il était le premier, il avait bien le droit de faire tout ce qu'il voulait, quoi. Lui, sa vie m'a beaucoup... Je trouve sa vie magnifique, en fait. Et ce qu'il nous a apporté à tous. Je trouve qu'on ne devrait pas... régulièrement, les thérapeutes tapent sur lui, etc. Je trouve qu'on lui doit le respect comme à un père imparfait, mais un père quand même... qui fait que, tu vois, on est tous là aujourd'hui quand même à parler de tout ça. Peut-être qu'il y aurait eu quelqu'un d'autre. Moi, j'aime beaucoup. Moi, il m'a beaucoup inspirée. Oui, mais en quoi ça a une influence dans ta vie là? Qu'est-ce que tu penses que tu as gardé de lui dans l'influence? Parce que là, je vois que c'est une figure importante, mais précisément, en quoi ça t'influence toi dans ta vie? En fait, c'est le fait de ne jamais lâcher qui m'influence. C'est que je pense que plusieurs fois, il a été mis à mal et moi, je me sens assez mise à mal souvent dans mon métier. Je râle, je trouve que ça me prend énormément d'énergie. Je dis, on n'est pas assez payé pour ce qu'on fait, on va y laisser notre peau. Enfin, ça, c'est quand je suis vraiment très, très mal. Et en fait, quand je pense à lui, je ne le convoque pas toujours, en fait, quand je suis dans cet état-là, mais quand je pense à lui, je me dis, purée, lui, il n'a jamais lâché, quoi. Et il s'est fait attaquer partout. Et il est revenu. Tu vois, c'est ta ténacité dans son combat pour l'exploration de la psyché humaine. Et je pense que au niveau exploration de la psyché humaine, au niveau énergie et tout ce qu'il a mis dedans, je crois qu'on a rarement fait plus, quoi. Est-ce qu'il y a une situation, c'est-à-dire, quelle est la situation de vie qui t'a amené le plus de défis, qui a pu te demander de te surpasser? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient? Tu veux dire personnellement, professionnellement? Tu réponds comme tu veux. Oui, je pourrais répondre comme je veux, oui, parce que je pense qu'il y a la naissance de mes filles qui m'a demandé le plus de... C'est quoi ta question? Qu'est-ce qui te demande le plus de dépassement? Oui, qui t'a vraiment mis une situation qui t'a mis au défi, qui t'a vraiment laissé un défi que tu as dû vraiment surmonter. Oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ma grossesse et la naissance de mes jumelles. Et puis, je pense aussi à un cas que j'ai, une patiente à moi qui est partie du jour au lendemain. C'était pas très, très grave, mais ça m'a vachement... ça m'a beaucoup demandé de me dépasser, de ne pas rester à des endroits où je sais que je peux me persuader d'avoir raison, etc., etc. Donc ça m'a permis de me mettre au défi, de me dépasser, même si c'était une situation pas très grave. Quand j'entends ta question, je pense tout de suite à quelque chose de dramatique, tu vois, qui te met vraiment à mal. Mais en tout cas, moi, tu vois, cette patiente à laquelle je pense, qui a fait un passage à l'acte et qui est partie du jour au lendemain de mon cabinet, qui est en plein milieu d'une séance même, ça fait 8 ans de ça, ou 8 ou 9 ans, j'y pense encore aujourd'hui, je l'évoque encore aujourd'hui souvent. Et elle m'a permis de me surpasser. Ça m'a vraiment mis au défi. Tu vois, ma grossesse, quand je te dis ça m'a mis au défi parce que cette grossesse était difficile, mes jumelles sont de grandes prématurées, ça m'a obligée à me dépasser en tant qu'être humain, physique et organique. Mais
là, dans mon métier, c'est vraiment, elle est venue taper, cette patiente, dans toutes mes valeurs, mes fondamentaux, là où j'étais très sûre de moi. Et il a fallu que je dépasse ça et que je le travaille beaucoup en supervision. Voilà. J'aimerais bien savoir comment tu es arrivé à la Gestalt, comment tu as rencontré la Gestalt, quel est ton chemin jusqu'à devenir thérapeute gestaltiste. Alors, j'ai pas beaucoup la mémoire des dates, mais c'est il y a un peu moins de 20 ans, je crois, où il y a une vingtaine d'années, j'avais un module de Gestalt dans mon école qui était très orienté psychanalyste. J'avais juste un petit module tous les 2 ou 3 mois de Gestalt thérapie, bizarrement, qui me donnait pas très envie parce que j'avais l'impression que c'était trop facile. Donc, c'est dire à quel point j'étais loin de la vérité. Et que pour moi, ce qui était complexe, compliqué, la psychanalyse, toutes les écoles différentes de psychanalyse, je me disais, ouais, j'aurais pas assez d'une vie pour... je le mettais au-dessus, même intellectuellement. Et du coup, ça, c'est ma rencontre avec la Gestalt. C'est pas mon mariage. Ça, c'est les premiers rendez-vous. et les premiers rendez-vous, en tout cas, cette cour et cette entreprise de séduction a dû durer 6 ou 7 ans, quoi. Avant que j'admette quand même que j'étais amoureuse de la Gestalt thérapie. Puis après, c'était un peu compliqué encore, mais bon, comme toutes les histoires d'amour. Okay. Et voilà, c'était un prof qui m'a fait aimer ça. Et puis après, j'ai rencontré d'autres... C'est un peu par hasard quand même quand j'y pense, parce que j'avais, en fait, j'avais fini mes études et je voulais m'installer en tant que psychothérapeute, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et j'ai une collègue à moi, une étudiante aussi, qui m'a dit, qui s'installait aussi, et qui m'a dit, je crois que je vais pas refaire ma formation en devenant Gestalt thérapeute. Et je lui ai dit, mais c'est où? Elle m'a dit, dans le 14e arrondissement, à Paris. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu crois que le bus est direct? Et elle m'a dit oui. Et donc, j'ai dit OK. Je te jure que c'est vrai. Mais... Et je te crois. J'avais vraiment envie d'y aller. Hein. Oui. Tu n'avais plus aucun prétexte pour éviter. C'est ça. Oui. Mais du coup, ça me rend curieuse de savoir justement qu'est-ce qui t'a attiré dans la Gestalt, quel concept ou qu'est-ce qui est toujours d'ailleurs important pour toi et qui fait un peu la spécificité de la Gestalt, ce que tu n'as pas trouvé ailleurs, ce que tu as envie de continuer à chercher, enfin vraiment. Alors, c'est marrant parce que c'est jamais la même chose. C'est tellement polymorphe, la Gestalt, que c'est jamais la même chose tous les 6 mois, quoi. Tu vois, ça change. Donc, ce que je vais te dire aujourd'hui n'était pas valable il y a un an et ne sera peut-être pas valable l'année prochaine. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, ce qui m'a beaucoup intéressé, pardon, pour répondre à ta question, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était la prise en compte du corps. De comment le corps du thérapeute et le corps du patient coexistent et qu'est-ce qui se passe, tu vois, dans l'instant présent. Ces deux trucs-là, et le moment présent et le corps, c'était une vraie découverte pour moi. Hein, parce que moi, en psychanalyse, il n'était pas du tout question de ça. Il ne faut pas se leurrer. Il n'est pas question de corps, de corps vivant, chaud en face de toi. On n'évoque jamais ça en psychanalyse. Et le moment présent, alors ça, oui, c'était une grande découverte aussi. Que le thérapeute, quand moi je suis arrivée à l'école parisienne de Gestalt, qu'on me demande régulièrement ce que je sentais là, maintenant, et que le thérapeute se permette de me dire ça. D'ailleurs, je trouvais ça un peu comment dire, un peu intrusif à un moment donné. Attends, tu me donnes une seconde, ma chérie? Pardon. Tu peux me couper le micro 2 secondes? Oui. Je me suis sur pause, bouge pas. Merci. Alors, tu me disais, je ne sais plus où on en était. Alors, qu'est-ce que je te disais? Je te disais que oui, ce qui m'avait
beaucoup saisi, en tout cas au début, et même dérangé, c'était le corps qui existait, tu vois, et ce truc d'ici et maintenant qui revêt tellement de formes. C'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'en ce moment, en tout cas en ce moment, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la théorie du chant, que j'ai beaucoup travaillé avec Franceschetti, avec Gianni Franceschetti, qui est un gestalt thérapeute formateur italien. J'aime beaucoup ça. Ça ne m'intéressait pas il y a quelques temps. Je m'intéressais beaucoup plus au corps, justement. Donc, parce que ce qui se passe dans cet espace-là thérapeutique je ne sais pas comment je vais arriver à formuler ça, est tellement riche, donne tellement d'indications sur nos patients, même sur nous, hein, que au début, j'avais l'impression que c'était un peu grossier et que finalement, il suffisait de dire à son patient « Ah, mais qu'est-ce que tu sens ?» et puis de dire à soi, enfin, tu vois. Mais plus je travaille avec ça, et plus je trouve ça, mais il y a même trop de choses. C'est tellement riche que j'ai l'impression, pareil, que comme avec la psychanalyse, que j'aurais pas assez d'une vie pour en faire le tour, certainement pas. Donc, voilà. Ce qui m'intéresse en ce moment, c'est la théorie du chant. Ce qui m'intéressait plus il y a quelques temps, c'est parce que j'avais découvert Ruella Frank, qui est une gestalt thérapeute américaine, avec qui j'ai travaillé pendant 2 ans. C'était vraiment tous ces mouvements du corps. Mais si tu veux, ça fait comme des couches, ça fait comme ce qui est, enfin, comme avec toutes les disciplines d'ailleurs, ce qui est acquis se rajoute sur, tu vois, la théorie du chant et machin. Puis après, je m'intéresserai à, je sais pas quoi, la réappropriation, à Kepner et tout ça. J'ai tellement de choses à lire. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais avec la Gestalt alors Comment ça? Qu'est-ce que je fais avec? Comment je la pratique? Oui, c'est ça. Tu as une pratique privée. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais? C'est dans d'autres endroits de ta vie? Non, pas en ce moment. Ce que je fais avec la Gestalt, c'est que j'ai mon cabinet privé qui me prend, qui me prend énormément de temps parce que je veux bien le laisser me prendre du temps comme ça. Quand je faisais du groupe, par exemple, j'ai eu un groupe de Gestalt thérapie pendant 3 ans. Bah, je travaillais un petit peu moins en individuel et puis un peu pour préparer mes groupes, etc. Donc là, en ce moment, non, c'est que ma pratique privée. Je fais que de l'individuel, qui est d'ailleurs très fatigant. Là, je vais me former à la supervision pendant 2 ans avec l'école de Bordeaux, qui est un peu plus orientée relation d'objet, d'ailleurs, pour trouver mes vieilles amours de psychanalyste. Et puis, voilà, je pense que ça va relâcher un tout petit peu de pression là, de devenir superviseur d'ici 2 ou 3 ans pour mettre si tu veux, ce qui demande beaucoup d'énergie, c'est quand je râle, comme je te disais au début, quand je râle beaucoup et que je dis ah, on n'est pas assez payé, mais c'est horrible. Je pense que de mettre le thérapeute, tu vois, je traiterai avec le thérapeute et pour traiter ses patients, il y aura le thérapeute entre nous deux et ce sera bien moins fatigant, je pense. Lâcher un peu de lest. Donc voilà comment je pratique en ce moment et je ne sais pas quoi te dire d'autre là-dessus. Ça me prend beaucoup plus que la 30aine de patients que je vois par semaine. C'est comme une religion. Hein. Je la pratique, j'ai l'impression, du matin jusqu'au soir. Voilà. Tu as l'impression que ça a changé quelque chose en toi d'être gestaltiste? Tu dis je pratique, je rebondis sur le fait que tu dis je le pratique tous les jours, donc je me demande en quoi ça t'a transformé, toi, de pratiquer comme ça. Je ne sais pas si ça a changé fondamentalement quelque chose en moi d'être gestaltiste. Si, quand même. Déjà, quand j'ai décidé de devenir psychanalyste et psychothérapeute, ça avait déjà, si tu veux, ça avait déjà changé vraiment fondamentalement mon rapport à la vie. Mais de toute façon, dès 20 ans, quand je suis allée en psychanalyse ou en thérapie, c'était déjà enclenché, si tu veux. Mais est-ce que ça a changé spécifiquement d'être gestaltiste? Oui, je pense honnêtement que ça m'a beaucoup calmée sur mon jugement et mes colères. C'est que
je suis beaucoup moins en colère qu'avant, je trouve, parce que je l'ai beaucoup travaillé et parce qu'au lieu de l'éradiquer, d'en faire un symptôme à éradiquer, j'ai eu la chance d'avoir des thérapeutes gestaltistes qui m'ont incité, au contraire, à la vivre pleinement en relation avec eux. Et ça, c'était une grande nouveauté pour moi. C'est-à-dire, pour moi, on est une méchante fille quand on est tout le temps en colère. Mais non, tu vois, quand tu as un thérapeute en face qui te dit « tu es belle quand tu es en colère », qui t'accepte et qui, tant que c'est pas fini, eh bien, elle continue à travailler avec toi. Ça, c'était une grande nouveauté pour moi. Donc ça m'a profondément, oui, changé. Et le jugement. Moi, j'ai une tendance au jugement assez prompte. Hein. Je vais juger promptement mes congénères. Et je trouve que ça s'est beaucoup atténué. Ça n'a pas totalement disparu, de toute façon. Mais ça s'est beaucoup atténué avec la pratique de la Gestalt sur moi et le fait d'être thérapeute gestaltiste. Je veux dire, on accueille des gens tellement différents tout le temps. Moi, je voyage en permanence. Hein. J'accueille un homme politique qui sort, il y a une tatoueuse qui arrive, après, il y a un homosexuel partouzeur. Enfin, tu vois, on est large. Au niveau de la palette, on est très, très large. Je voudrais savoir quel rapport tu as avec ton genre, si ça compte pour toi, et comment tu te vis dans ton genre. Est-ce que ça compte pour moi d'être une femme thérapeute? Pas forcément thérapeute, d'être femme, pourquoi pas femme thérapeute, enfin, comme tu le sens. Est-ce que ça compte pour moi? Disons que c'est important pour moi d'être devenue une femme. Parce que moi, je ne suis pas née, je n'ai pas l'impression d'être née femme. J'ai vraiment l'impression de l'être devenue. Comme mère, hein. Je ne me suis pas sentie mère dès que j'ai accouché, je le suis devenue, je dirais, 2-3 ans après, quoi. Donc, femme, c'est pareil. Hein. J'ai l'impression d'être devenue une femme. Alors, attends, j'ai 48 ans. Il y a une dizaine d'années, vraiment, d'habiter pleinement et d'être pleinement une femme. Mais là, franchement, il faudrait 3 heures pour expliquer tout ça. Mais en tout cas, je suis contente d'en être une. J'échangerais mon sexe pour rien au monde, mais rien, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Je me sens investie en tant que femme, oui, d'une mission féministe, mais pas contre les hommes, quoi, mais pour mes filles, pour mes sœurs. Je parle de toutes les femmes qui m'entourent. Moi, je me sens vraiment appartenir à une communauté, alors que c'est la moitié de la planète, hein, quand même. Mais oui, c'est important pour moi. Et c'est important d'être une femme thérapeute aussi, oui. Je pense que cette position de, je ne sais pas comment dire, mais de mère à laquelle on est convié quand on est thérapeute, si tu veux, la mère sage, tranquille, qui juste se penche sur le berceau et regarde l'enfant respirer. J'ai l'impression de faire ça en permanence avec mes patients. De me pencher sur leur berceau et de les regarder respirer. Voilà, donc c'est important. Et du coup, tu parles de la communauté des femmes, mais est-ce que tu te sens appartenir à une communauté gestaltiste? Oui, depuis peu, ouais. Ça fait pas très longtemps, ça. C'est que j'ai longtemps lutté contre ça, parce que moi, je me disais d'abord psychanalyste et après gestaltiste, mais c'est plus le cas. Je me sens appartenir à cette communauté parce que j'en ai besoin, en fait. Vraiment, c'est pas prétentieux ce que je vais dire, mais je pense que... Et je pense que c'est vraiment avec les gestaltistes et pas avec les psychanalystes et pas avec les psychologues et pas avec les autres psys. J'ai besoin de me retrouver avec mes collègues gestaltistes parce que j'ai l'impression que personne d'autre ne me comprend quand si tu veux, j'ai une problématique ou si j'ai besoin de m'épancher,
j'ai l'impression que personne d'autre ne va pouvoir me comprendre comme ça. Parce qu'on a quand même une pratique très particulière, très engageante. On est très engagé, je trouve. En tout cas, moi, je ne fréquente que des gestalt thérapeutes engagés, donc je peux te dire quasiment 100% des gestalt thérapeutes que je connais sont engagés. Tu vois ? Et c'est cet engagement-là dont il est question quand je parle avec mes collègues qui sont aussi des amis. Et c'est de cette écoute-là dont j'ai besoin. Et quand ils ont besoin de moi, j'ai l'impression qu'ils m'attendent aussi à l'endroit, si tu veux, de notre fraternité, à l'endroit où on se comprend. On n'a pas besoin de s'expliquer pendant des heures. Moi, j'ai des potes psychologues ou psychanalystes, ce n'est pas la question. J'ai l'impression d'avoir à leur expliquer quelque chose. Même des fois, on se juge les uns les autres. Voilà, c'est des petites guéguerres, mais c'est rien du tout, si tu veux. J'ai l'impression que voilà, c'est beaucoup plus fluide et plus simple d'appartenir à cette communauté. Je me sens vraiment appartenir. Vraiment. Je ne sais pas si je suis très claire, Béatrice. C'est juste la question, pendant que tu me parlais, je me disais, qu'est-ce que ça veut dire l'engagement? Parce que j'ai des collègues psychologues, psychanalystes très engagés, mais je sens qu'il y a quelque chose qui est différent quand tu dis engagé, et je te connais assez pour savoir que tu ne jugerais pas des psychanalystes non engagés non plus. Donc, c'est cette qualité d'engagement ou cette forme d'engagement, ou comment on fait percevoir son engagement. Et j'avais envie, peut-être que tu précises encore un peu plus ça. En tout cas, j'ai l'impression qu'en Gestalt, on est quand même encouragé ou appelé à se servir de notre corps et de nos émotions comme de quelque chose qui ferait, si tu veux, qui nous donnerait des indications et qui ferait, comme tu vois, quand le courant, comme un conducteur. C'est-à-dire, mais les psychanalystes aussi. Mais si tu veux, je ressens ça, je sais pas, n'importe quoi, du dégoût, une nausée. Attends, tu peux couper? Attends 2 secondes. Le type d'engagement particulier, je crois qu'il nous est demandé, est de se laisser sentir et de rendre compte parfois, à bon escient, hein, pas à tout bout de champ, à notre patient de ce qui se passe aussi pour nous. Et ça, c'est pas qu'on est plus engagé, c'est un type d'engagement particulier, je trouve, qui demande énormément parfois de dévoilement, même si c'est des petites choses qu'on dévoile. Mais en tout cas, moi, je me sens, c'est des espaces où je me sens parfois fragile, mais je le fais, enfin, si tu veux, je suis au service de mon patient et de ce qui se passe pour lui, de ce qui se passe dans cet espace-là thérapeutique. Donc, en fait, je trouve que c'est un engagement même physique important, qui n'est pas moindre qu'un psychanalyste ou qu'un psychologue. Parce que j'ai des psychologues et des psychanalystes dans mon cabinet qui sont, enfin, si tu veux, très engagés, dans le même état parfois de fatigue. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ce type, c'est peut-être qu'une impression, j'ai l'impression que ce type d'engagement demande l'awareness, tu vois, ce truc-là qui nous est demandé en permanence. C'est, pour moi, en tout cas, c'est ce qui me demande le plus d'énergie et oui, et d'engagement, parce que je ne peux pas me mentir quand je suis là-dedans, quoi. Tu vois ? Moi, j'ai l'impression qu'en tant que psychanalyste, on ne peut plus se planquer. Et d'ailleurs, je regrette ça parfois. Si tu veux, j'aimerais bien, moi, être derrière mes patients parfois, ne plus être en face. Parce que quand ce qu'ils me disent me heurte, m'impacte, me dégoûte, parfois, j'aimerais bien me dire, oh, je vais faire une pause aujourd'hui, en fait. Je ne vais pas leur rendre compte de tout ça. Je vais juste être derrière le sofa, peut-être roupiller un petit peu, même, ça fait du bien, tu vois. Et puis, vraiment, lâcher un petit peu. Mais moi, en plus, je suis très expressive, comme tu me connais. Et donc, du coup, quand un patient va me dire quelque chose, j'ai un patient qui est un patient qui a été très maltraité pendant son enfance, et son père lui jetait régulièrement des tasses de thé bouillant dans la gueule. Tu vois ? Bon. Il me dit ça, lui, c'était pas son quotidien, mais c'était quelque chose de très naturel. Il a été vraiment élevé à la dure. Quand il me dit ça, si je suis, tu vois, bien dans mon siège, comme ça, derrière lui, et je peux réagir avec tout ce que ça me fait, et le laisser continuer à dérouler le fil de cette norme pour lui,
là, je me trouve un peu moins engagée, même si ça m'impacte. Or, là, le jour où il m'a dit ça pour la première fois, j'ai pas pu faire autrement que d'écarquiller les yeux et tout. Et donc, il est venu m'interroger. Il m'a dit, mais pourquoi vous trouvez que mon père est monstrueux, etc. Et donc, sans dire, ouais, votre père est monstrueux, etc. Tu dois tenir en même temps ta colère, ton dégoût, ce que ça te fait d'avoir ce petit garçon-là en face de toi qui te raconte ça. Et en même temps, ne pas ignorer, tu vois, ne pas ignorer ce que ça te fait, donc lui rendre compte, de lui dire, et de le dire doucement en plus, je pense que oui, en effet, ça n'est pas normal. Et rester tenu, sans insulter son père, sans l'insulter lui, sans... tout ça en une séance, et quand tu sais que tu en as 5 derrière qui arrivent, bah, moi je trouve que cet engagement, oui, ça Et donc, demande... du coup, le lien avec la communauté, en quoi c'est important, du coup, avec tout ce que tu me racontes, de l'implication, de l'engagement, des ressentis vifs, vivants, énergétiquement consumants que tu décris, le lien que tu fais avec la communauté. Je précise quand même que c'est une partie du travail parce que, tu vois, il y a 2 semaines, je trouvais que c'était très dur. Là, cette semaine, j'ai travaillé toute la semaine, j'ai trouvé ça très léger, très facile, alors que j'ai entendu des choses aussi très dures. Donc voilà, c'est vraiment une partie du travail que je décris. Hein. Ce n'est pas tout le travail qui est comme ça. Donc, du coup, cette communauté, à moi, comme je te disais tout à l'heure, elle me permet de pouvoir m'épancher, même parfois, de pouvoir lâcher, de pouvoir juste partager. C'est pas forcément, d'ailleurs, toujours des... Tu vois, on ne parle pas de nos cas, etc. C'est vraiment de dire à un collègue gestalthérapeute, ça a été ta journée, et qu'il me dise, dur. Je sais exactement de quoi il parle à ce moment-là. C'est pas quand mon mari va rentrer, tu vois, et qu'il va me dire dure journée, je vais l'accueillir, mais pas de la même manière. C'est pas, tu vois, c'est ça la fraternité pour moi. C'est vraiment, c'est pas avoir besoin de développer plus que ça. On sait. On a besoin d'être, tu vois, un peu. J'entends le support que ça peut être, Ouais. le reliement, le support que ça peut être, dans ce langage particulier. Et c'est vraiment un langage particulier, tu sais, quand j'étais en formation internationale avec Ruella Franck, on venait du monde entier tous. Et vraiment là, je me suis aperçue qu'on parlait vraiment un langage commun, tu vois. C'était traduit en anglais et tout, mais je ne parle vraiment pas de cette langue-là, tu vois. Je parle vraiment de la langue de... On est tous gestalthérapeutes. Il y avait Pologne, Roumanie, Angleterre, Écosse, Belgique. J'étais très européen, si tu veux. Et tu peux juste regarder les petites différences que ça fait. Il y en a qui se touchent plus que d'autres. Je veux dire, quand moi je vois bosser Franceschetti et quand je vois bosser Ruella Franck, ça n'a rien à voir. Lui, il touche ses patients. Elle touche jamais, jamais, alors qu'elle travaille sur le corps, hein, tu vois. Mais on parle tous quand même une langue commune. Ma dernière question, ce serait comment toi tu as envie d'évoluer avec la Gestalt? Est-ce que tu as des projets, des envies? C'est quoi ton next? Et plus largement, qu'est-ce que tu imagines pour la Gestalt thérapie? Dans un next beaucoup plus large et plus grand, qu'est-ce que tu souhaiterais voir évoluer? Qu'est-ce que tu vois évoluer? Qu'est-ce que tu... Donc, de manière personnelle, je crois que à court terme, si tu veux, c'est plus me diriger vers plus de supervision et de transmission. Alors, la transmission, moi, je ne sais pas par quoi ça peut passer parce que je ne sais pas si je suis très pédagogue, en fait. Je ne sais pas si je pourrais enseigner la gestalthérapie. C'est une vraie question pour moi. Pendant pas mal de temps, je me disais, un jour, je serai formatrice. C'était pour moi un stade inévitable. Mais je ne suis pas sûre, en fait, que ça doit passer par ce genre, si tu veux, aller dans une école et transmettre de cette manière-là. Mais j'aimerais quand même transmettre. Alors, ça peut passer par un livre. Mais bon, quand je vois, quand je vois les 2 que j'ai écrits, dont un qui est professionnel, quand je vois comme c'est pénible pour moi, je me pose des questions. Donc, en fait, je suis avec cette question en suspens de comment je vais transmettre des choses. Parce que... C'était quoi ton livre professionnel? Sur la dépression du postpartum. C'est assez large.
c'est assez large. C'est beaucoup de témoignages et de, tu vois, c'est pas un livre de Gestalt. Mais je trouve, j'avais quand même l'ambition d'écrire un livre en tant que Gestalt thérapeute. C'est pas sur la Gestalt, mais en tant que Gestalt thérapeute. Mais je sais pas encore, tu vois. Je sais pas encore quelle forme. Je suis encore en questionnement par rapport à ça. Et puis, de toute façon, ça fait pas assez longtemps que quand j'aurai 25 ans de pratique, peut-être, tu vois. Je sais pas. Je verrai. Et plus largement, alors attends, parce que ça, c'est pour moi, par la supervision et continuer de faire des groupes, parce que ça m'éclate. Plus largement, pour la Gestalt. Vaste question. Parce que moi, je ne crois pas beaucoup. C'est vrai, je crois à la fraternité, mais je ne crois pas beaucoup aux institutions. Pour moi, dès qu'on institutionnalise les choses, on va au-devant de lutte de pouvoir, de petites guerres internes, tu vois, de trucs qui ne me plaisent pas des masses. Donc, je ne sais pas si ça peut passer par institutionnaliser les choses. J'en ai aucune idée. Il y a plusieurs institutions, de toute façon, de Gestalt qui sont politiques, tu vois. Et à chaque fois que j'en entends parler, ça ne me plaît pas et ça ne me fait pas envie du tout. Et j'ai pas l'impression que c'est comme ça que on va diffuser la Gestalt. J'ai plus l'impression que moi, mon travail de fourmi dans mon cabinet, avec tous mes petits patients là, j'ai plus l'impression que c'est ça vraiment qui va faire que chacun d'entre nous, en étant ce genre de thérapeute et labellisé Gestalt, voilà, on va dire, ah oui, je connais une psy, elle est Gestalt thérapeute, la Gestalt, c'est génial, tu vois, juste parce que moi, j'aurais pratiqué mon métier le plus honnêtement possible. Mais certainement pas en me mettant, tu vois, dans des postes. Ouais. Donc, franchement, je ne sais pas, c'est une vaste question. J'y ai peu répondu, mais parce que je n'ai pas beaucoup d'idées pour l'avenir de la Gestalt. Mais tu parles de diffusion de la Gestalt. Il y a quand même enfin, ce qui te venait, ce serait comment parler. Je ne sais pas si j'ai bien compris ta pensée, mais je saisis ce qui venait, qui était, voilà, c'était à propos de parler et diffuser à propos de la Gestalt. Ce serait un souhait qui, pour toi, on en parle plus. Oui, c'est écrire. Oui, en fait, mon regret pour l'instant, c'est que j'ai beaucoup fait de choses. Comme je te disais tout à l'heure, comme j'étais persuadée qu'avant, il y avait de la psychanalyse et rien d'autre, j'ai beaucoup fait de choses en tant que psychanalyste et je le regrette. Par exemple, mon livre et mes contributions dans les magazines, toutes les interviews que j'ai données pour des magazines, il y a en France. Parce que tu es aussi journaliste dans les magazines, c'est ça? Oui. Et à chaque fois, je me nomme psychanalyste. Enfin, parce que ça fait 2-3 ans que j'ai arrêté tout ça, mais en tout cas, quand je bossais pour les magazines, quand je donnais des interviews, ou quand j'avais mes rubriques dans un magazine qui s'appelle Psychologie Magazine, qui est en France à grande diffusion, eh ben, je n'ai pas pu encore me nommer Gestalt thérapeute. Et maintenant, je le sens bien. Donc, je me dis peut-être que le next step, ça va être de faire tout ça, enfin, c'est-à-dire les manières d'apparaître en tant que Gestalt thérapeute. Et de pouvoir supporter qu'on me dise « Ah tiens, c'est quoi la Gestalt ?» Parce que psychanalyse, personne ne se permet de remettre en question, tu vois, une question de légitimité. Donc, ouais, apparaître un peu plus, je pense qu'on a tous la mission d'apparaître un peu plus, en tout cas ceux qui veulent apparaître dans la lumière, en tant que Gestalt thérapeute, c'est important. On a autant à dire que les psychanalystes qu'on entend un peu partout, quoi. Donc voilà, ce serait ça plutôt. Tu vois, plutôt pas de manière institutionnelle, quoi. Voilà. Écoute, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Je vérifie quand même sur mon petit papier. Mais je pense que oui. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Maintenant qu'on a fait le tour, tu connais les questions. Est-ce que tu as envie de revenir sur quelque chose que tu n'as pas dit, soit dans ton histoire, enfin, si tu as envie de compléter d'une manière ou d'une autre, rajouter. Écoute, non, mais bon, je me connais. Normalement, ça sera demain matin quand je vais me réveiller. Pourquoi j'ai pas dit ça? À ce moment-là, je t'enverrai un petit message. C'est dommage, je ne pourrais pas le réenregistrer. Bon, on pourra refaire un autre plus tard, on ne sait jamais. Dans 6 mois, tu diras peut-être quelque chose de tout à fait différent. C'est ça, ici et maintenant, dans lequel on est. Ok. Ben, merci, Katia. Je t'en prie. Pour ton temps. À bientôt. Au revoir. Au revoir.